Salut tout le monde, c'est Envergure et voici un nouveau podcast de présentation d'un des prospects de la draft 2023 NBA, un prospect qui a eu une ascension très rapide dans les big boards et les mock drafts cette année. Il s'agit de Kobe Bufkin. Kobe ou Kobe, je sais pas comment on dit. 21 septembre 2003, c'est sa date de naissance, 1m96, 88 kg, 2m03 d'envergure de bras. Il jouait à Michigan cette année en compagnie de Jet Howard, un autre prospect que nous avons sur notre board, et sous les ordres de Juwan Howard. Pour en parler, Thomas, Mathias, salut les gars. Salut. Salut. Et donc, Thomas, c'est toi qui va commencer avec la biographie, le parcours de Kobe, je sais pas, on va voir comment tu dis, Bufkin, avant, jusqu'à cette draft, on va dire, et puis après on parlera du contexte, de ses qualités, etc. Alors, Kobe Bufkin, personnellement, c'est comme ça que je le dis. Il est né le 21 septembre 2003, donc il est très très jeune pour un sophomore. Il n'a même pas encore 20 ans, il aura tout juste 20 ans au début de la saison, donc c'est déjà un très bon point pour lui. C'est un prospect assez intéressant depuis maintenant quelques années, depuis son high school. Durant son enfance, il a été déjà depuis très longtemps fan de Michigan, mais premièrement c'était un fan de football, et c'est à partir de 7 ans qu'il est vraiment tombé dans le basket. Il a commencé à y jouer très sérieusement. J'ai pas trouvé de choses très intéressantes sur son entourage familial. Il n'a pas l'air d'avoir de grands sportifs dans sa famille, mais en tant qu'originaire du Michigan, donc il a tout de suite rêvé de jouer pour cette fac. Il est natif de la ville de Grand Rapids, qui est d'ailleurs la même que Devin Booker, donc voilà, c'est la petite anecdote du jour. Kobe Bufkin, donc, il a les mêmes initiales et le même prénom que Kobe Bryant, donc c'est donc naturellement son joueur favori depuis qu'il est tout petit. C'est clairement son idole pour le joueur de Michigan. Donc en high school, il fait un parcours intéressant. C'est un joueur ranké 4 étoiles. Mais c'est un joueur qui va quand même au McDonald's All-American, donc c'est un prospect vraiment intéressant. Et il arrive l'année dernière à Michigan sous les ordres donc de Juwan Howard, avec une belle classe de recrutement, avec le français Moussa Diabaté et avec Caleb Houston, donc les deux qui seront draftés l'an passé au second tour. Pour sa première saison, Kobe Bufkin, il joue pas beaucoup, il a 10 minutes par match, 3 points, il est pas très efficace. Voilà, c'est une petite année d'adaptation pour lui, il est vraiment très jeune. Mais lors de cette deuxième saison, il a vraiment explosé. Il a commencé très très fort la saison et il n'a jamais relâché ce rythme. Il a encore mis un pied sur l'accélérateur en fin de saison. Après un petit coup de moins bien au moment de la blessure de Jet Howard, il a eu beaucoup de responsabilités. Et donc il a fini sur les 10-15 derniers matchs avec un très 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 gros rythme qui a continué de faire monter sa cote. Sa cote a encore pris un petit boost au niveau du combine. Il a parmi des mesures plus intéressant que l'on le pensait. Il était mesuré donc à 6'4", 25 sans chaussures, alors qu'il était mis partout à 6'4", et généralement c'est fait avec chaussures. Donc il a un bon 6'5" en chaussures, ce qui est parfait pour lui, qui est un guard, donc il pourra jouer les deux positions en NBA. Il était annoncé un peu moins de 80 kilos au combine, il était pesé à 85, et il n'a pas une envergure très très grande, quasiment 6'8", c'est pas très très grand pour sa taille, mais ça reste tout à fait honnête. Mais être annoncé plus grand que l'on ne pensait, et plus lourd, surtout pour lui qui était encore assez frêle, c'est un très bon point en plus pour cette fin de saison pour lui. Et donc, tu le disais, sa cote est montée à tel point que nous, chez Envergure, on n'a peut-être pas encore rattrapé le train au moment où on enregistre, 31 mai, puisqu'on l'a 34e, alors que tous les autres mock draft ou big board l'ont top 20, 11e chez The Athletic, 18e chez ESPN, 10e chez The Ringer. Que faisait Kobe Bufkin, quel rôle il avait cette année à Michigan dans l'attaque et la défense de Michigan? C'est toi, Mathias, notre spécialiste Big Ten, donc la conférence dans laquelle il évoluait, qui va nous parler de ça. Alors déjà les gars, je vous confirme, c'est bien Kobe, parce que j'avais vu que ses parents l'avaient appelé Kobe car ils sont fans de Kobe Bryant. Ok. Donc c'est bien Kobe. Donc Bufkin, c'est un guard qui est sophomore cette saison, mais qui la saison dernière était freshman et ne jouait que à peine 10 minutes par match. Donc c'était vraiment très peu. Et là, donc, il a explosé. Il a aussi profité de la blessure du guard qui était censé être titulaire cette saison, c'est
Jalen Llewellyn, je sais pas trop comment on le prononce, c'est un peu compliqué. En tout C'était cas, un transfert, non? ouais, c'était un transfert de Princeton. Et donc, il a profité de la blessure de celui-là pour vraiment dominer sur le backcourt de Michigan, qui en plus n'a pas beaucoup de guards, à part Doug McDaniel, qui est aussi un freshman, avec qui, du coup, il a partagé le ballon cette saison. Et donc, cette saison, il était dans une équipe de Michigan qui était ni bonne, ni mauvaise, un peu dans le ventre mou de sa conférence, toujours autour de Hunter Dickinson, la star de l'équipe qui d'ailleurs va partir l'année prochaine. Et donc il a beaucoup joué avec Hunter Dickinson, surtout sur pick and roll. Hunter Dickinson, c'est un 5, hein, pour préciser, ouais, un 5 fuyant. Poste 5, un peu old school. Et donc la majeure partie du jeu de Michigan, c'est surtout sur pick and roll entre Kobe Bufkin et Hunter Dickinson. Donc voilà un peu pour le contexte. Et défensivement, est-ce qu'il avait la tâche de se taper le plus fort attaquant adverse sur les postes arrière, ou est-ce que justement il se reposait un peu? Il a de plus en plus pris les meilleurs défenseurs adverses, hein, parce que c'est pas un mauvais défenseur, on va le voir après, mais c'est vrai que de plus en plus le coach lui a fait confiance et l'a mis sur les meilleurs joueurs adverses. Ok. Un schéma un peu conservateur, tu l'as dit, à l'ancienne, avec Hunter Dickinson en attaque, ce qui laisse un des seuls chiffres rouges qu'on voit dans son profil sur Bart Torvik, c'est rebond offensif, mais en fait il y allait quasiment jamais, hein. Donc ceci peut expliquer cela. Qu'est-ce qu'on draft? Parce que vraiment là on parle d'un joueur qui peut encore une fois être un exemple de parfois c'est bien d'attendre une saison avant de se présenter à la draft. C'est sophomore qui est close dans leur deuxième année parce qu'ils ne sont tout simplement pas mûrs avant. Et là, une saison assez exceptionnelle de Kobe Bufkin. Et donc, Thomas, pourquoi on draft? Quel est son ticket d'entrée en NBA? Alors pour moi, Kobe Bufkin n'a pas un ticket d'entrée en NBA très précis. Je dirais que c'est tout simplement l'un des guards les plus complets de cette draft. Kobe Bufkin, il a quasiment aucun défaut majeur dans son jeu. Il sait vraiment tout faire et ça se voit rien que par ses stats. Cette saison à Michigan, c'est 14 points par match, c'est plus de 4 rebonds, c'est 3 passes, c'est plus d'une interception, c'est quasiment un bloc. C'est efficace à 2 points, c'est plutôt efficace à 3 points avec pas mal de progrès par rapport à sa première année, même s'il y avait très peu de volume. C'est bon au lancer également et c'est bon en défense comme Mathias le disait précédemment. Donc c'est vraiment un joueur très complet sur le poste de guard. C'est un joueur qui a pu jouer off-ball et qui a pu sanctionner avec sa patate gauche, vu que oui, les gauchers, on l'a pas encore dit. Donc c'est un guard qui sait porter la balle, qui sait initier du pick and roll, qui est capable de drive des deux côtés, même s'il est encore pas mal dépendant de sa main gauche, notamment dans ses finitions. Il était très efficace au cercle, 68% au cercle cette saison, c'est vraiment énorme sur un volume en plus vraiment intéressant. C'est un joueur qui récolte pas encore énormément de lancers, mais on le sait, la raquette de Michigan est, comme on l'a dit, pas mal bouchée par Hunter Dickinson, donc pour les drives, ça peut être un peu compliqué par moment. Donc il peut tirer à 3 points, il est capable de créer son tir également à mi-distance, mais c'est surtout un très bon connecteur en fait. C'est un mec qui va faire les bons choix, qui perd assez peu la balle. Il a 1,5 perte de balles de moyenne, il me semble, cette année. Donc c'est vraiment intéressant. Il fait jouer les autres, c'est un joueur collectif. Il peut jouer 2 à Michigan, il jouait les deux positions. Quand Doug McDaniel sortait, c'est lui qui portait plus la balle. Quand Doug était là, il jouait un peu plus sans ballon. De toute façon, le jeu est vraiment centré autour d'Hunter Dickinson, donc même les guards jouent vraiment sans ballon. Donc il est capable de passer, il est capable de dribbler, il est capable de tirer, il est capable d'attaquer le cercle avec férocité. C'est un athlète vraiment intéressant, c'est un joueur assez rapide, il monte bien au dunk, malgré sa taille pas forcément impressionnante. C'est quand même un joueur qui a dunké 12 fois cette saison, donc c'est plutôt correct, même si c'est pas incroyable, comme on l'a dit, c'est pas le joueur qui allait le plus au cercle non plus, vu le système de Michigan, mais donc un joueur très complet qui a vraiment très très peu de défauts et qui est plutôt vraiment bon partout. Être bon partout, parfois ça ne suffit pas pour jouer en NBA parce qu'il faut avoir l'atout qui nous fait, dont le coach a besoin à ce moment-là. Est-ce que tu en vois un, toi, Mathias, ou est-ce qu'au contraire tu vois comme Thomas un all-around player? Non, moi je suis quand même plutôt d'accord avec Thomas. Maintenant, s'il doit trouver
un domaine dans lequel je trouve vraiment bon, je pense que c'est son dribble, parce qu'il est capable de dribbler avec les deux mains, il est très à l'aise. Ça lui permet de s'ouvrir des chemins assez facilement au cercle, parce qu'il est quand même, c'est un bon joueur pour la finition au cercle. Et donc, avoir les deux mains, ça lui permet beaucoup de choses, donc de scorer, de trouver ses partenaires aussi, de perdre très peu de ballons. Donc, c'est vraiment ce que je préfère chez lui. Après, on l'a pas souligné, mais c'est un sophomore, mais ça reste un très très jeune joueur. L'année dernière, il a quasi pas joué parce qu'il avait à peine 18 ans. Donc, sophomore, mais quand même très jeune. Il est encore plus jeune que le freshman Jet Howard, donc l'autre gros prospect avec qui il joue. Donc voilà. Et sur son tir, on peut s'arrêter là-dessus parce que c'est important quand on est un guard NBA. Est-ce que l'un comme l'autre, peut-être Mathias d'abord, vous achetez le tir de Kobe Bufkin au niveau supérieur? Bah, il y a quand même des questions parce que en tout cas sur le tir extérieur, parce que le pourcentage reste correct, mais pas incroyable non plus. Il a 35% sur un peu plus de 3 tentatives, c'est pas exceptionnel. Donc il y a des questions. Par contre, sur du mid-range, là, il est vraiment beaucoup plus à l'aise. Il le crée son shoot. Il est vraiment dans sa zone de confort. C'est vraiment plus un joueur de mid-range, un peu à l'image d'un Jalen ou Chifino dans la même QV. Donc pour moi, il y a des petites questions sur le shoot extérieur, mais c'est pas non plus très alarmant. Thomas, quel skill tu développerais en priorité chez lui pour justement qu'il devienne incontournable dans un roster NBA? Et puis je vous laisse tous les deux penser à des joueurs qui avaient à peu près les mêmes qualités de all-around et qui ont réussi à s'imposer, un peu la même gabarit, etc., qui ont réussi à s'imposer sans avoir le skill qui fait tout basculer, quoi. Donc d'abord, skill à développer pour toi, Thomas. Pour moi, le skills à développer, en fait, il y a deux possibilités. Soit ça devient un joueur qui vraiment casse son plafond, et ça devient un joueur encore plus fort on-ball, qui travaille son pull-up, qui travaille son playmaking pour pouvoir plus porter la balle en NBA. Sinon, pour être vraiment plus viable dans une line-up NBA et pour vraiment progresser énormément comme il l'a fait cette année, pour moi, c'est vraiment sur le 3 points. Personnellement, j'y crois. Il a un pourcentage à 3 points plutôt solide. Cette année, comme l'a dit Mathias, plus de 35% sur 4 tentatives par match. Il est très bon au lancer franc, 85%. Il est bon à mi-distance. Il a un bon toucher au cercle, il a vraiment une belle mécanique, j'aime bien son alignement, il est vraiment bien aligné sur le panier, il a un bon mouvement de hanche, même sur des fake de way pour bien se remettre en position, il a des bons appuis, etc., il rentre bien dedans, donc personnellement j'achète l'upside au niveau du shoot, et si ça devient un bon shooter en NBA, qu'il arrive à augmenter son volume et qu'il a réussi dessus avec, ça peut vraiment être un guard très intéressant car ça va le rendre encore plus valuable pour jouer à côté d'un autre bon joueur. Et personnellement, je pense pas qu'il ait suffisamment de scoring sur pull-up et de capacité à scorer tout simplement et à faire jouer les autres assez fort pour porter la balle sur un très gros volume en NBA. Donc je le vois plus comme un joueur, comme un guard de complément à côté d'un autre fort guard qui profite des décalages pour ensuite faire d'autres décalages pour faire son scoring, pour shooter et pour apporter en défense. Donc je pense vraiment s'il progresse à 3 points, il va pouvoir vraiment sanctionner les espoirs que va lui offrir la star qui jouera potentiellement à côté de lui dans un backcourt. Donc ça peut être très très intéressant pour lui de progresser à 3 points. Ouais. Et alors défensivement, qu'est-ce que ça donne, Mathias? Parce que moi, ça me fait penser joueur de complément à côté d'une star, ça fait penser à des profils un peu à la D'Anthony Melton, ce genre de joueurs-là, mais qui sont quand même souvent très forts défensivement. Qu'est-ce que tu as à dire sur ses capacités défensives? On l'a dit, il est long sans être très long, il est plutôt grand pour sa position. Voilà, comment ça se passe au niveau de la mobilité, de l'intelligence? Ah ouais, non, mais la défense, c'est clairement un de ses points forts de toute façon. On est sur un vrai joueur, donc comme tu l'as dit, long, très mobile, qui arrive facilement à contourner les écrans, à rester au contact de son adversaire. En 1 contre 1, il est très bon. En off-ball aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur sa défense. Elle est bonne maintenant. C'est un joueur encore très frêle. Il fait à peine 80 kilos. Je pense que quand il va arriver en NBA, ça va se ressentir. Donc, il va falloir qu'il s'épaissise et qu'il prenne un peu en masse. Là, il fait 88 selon les mesures au combine, je crois. Si j'ai bien 88. Calculé. Ouais. Thomas a dit 85 tout à l'heure, mais bref, il a pris du poids, quoi. Ok.
parce que je le trouve quand même très frêle. Maintenant, le QI défensif, il est là, hein. Il y a pas vraiment de souci. Et ouais, j'aime bien la comparaison avec un DeAnthony Melton ou un joueur all-around, mais qui aura un impact en tout cas défensivement. Ok. Euh, Au niveau de sa mentalité, Mathias, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as vu cette année des attitudes sur le terrain ou sur le banc, des déclarations, etc. Bah, c'est un joueur qui déjà de base devait pas être forcément titulaire, donc au fur et à mesure de la saison, il a pris confiance en lui, il a récupéré des qualités un petit peu de leader. Je regardais un petit peu sur le site de Michigan, ça disait de lui que c'était un joueur très discret, qui parlait assez peu, Mhm. mais sur le terrain, c'est autre chose. Il sait prendre ses responsabilités, il est patient avec le ballon, il organise, il est calme, c'est un joueur très calme. Donc, il n'y a pas vraiment de red flag au niveau de son comportement. C'est un joueur très actif, impliqué. Peut-être qu'il peut l'être plus, notamment en rebond, mais en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules sur le terrain, en tout cas. Comment on se projette déjà l'année prochaine et puis ensuite on parlera des probables meilleurs scénarios à la fin de son contrat rookie, donc 3-4 ans. Mais Thomas, déjà l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va lui faire faire et qu'est-ce qu'on devrait lui faire faire? Moi, je pense que si sa prise de poids du combine est réelle et donc il est plus viable sur un terrain NBA, notamment d'un point de vue défensif, et comme l'a dit Mathias, et je partage complètement ce qu'il a dit, c'est un très très bon défenseur, même c'est un défenseur qui a 0,7 blocs par match également. Mathias l'a passionné, c'est un très bon protecteur d'arceaux, notamment sur des rotations en tant que lowman sur du pick and roll. Il est vraiment très bon, il fait les rotations, c'est vraiment un très bon défenseur. Moi, je pense qu'il a le niveau, il a les qualités, il a l'impact des deux côtés du terrain pour jouer plutôt rapidement en NBA, en sortie de banc. Je pense, comme l'a dit, je pense pas que ce soit un porteur de balle sur très gros volume en NBA. Il a pas assez de playmaking, pas assez de scoring sur pull-up, même s'il est vraiment intéressant. Je pense plus qu'être un deuxième guard, un off-ball guard dans une rotation, ça peut être très intéressant pour lui. Il pourra défendre s'il l'a pris du poids, comme on l'a dit, c'est défendre on-ball, off-ball, il fait les rotations. C'est un joueur qui met de l'impact également au rebond. Je trouve que ses chiffres le sous-cotent un peu. Je trouve qu'il met plutôt une bonne envie. Si il continue de progresser au tir, ça peut vraiment être intéressant et je pense qu'il pourrait faire du taf et rester sur le terrain en NBA plutôt rapidement sur des séquences où il pourra tirer, où il pourra faciliter le jeu et il pourra défendre sur des quadrats adverses, même si par séquence, ça pourrait être un peu compliqué s'il doit défendre des joueurs un peu forts pour lui, un peu trop imposants physiquement, mais je pense vraiment qu'il peut avoir une carte à jouer plutôt rapidement. Ok, et Mathias, toi, quel meilleur scénario tu vois justement dans son développement? Jusqu'où il pourrait aller pour toi? Quel est son plafond? Je pense je pense que c'est bien pour lui d'avoir pas mal d'allers-retours en G-League dans un premier temps. On l'a dit, c'est un joueur très jeune qui a besoin de se développer encore et de se développer surtout peut-être un aspect un peu élite. Parce que là, il est surtout all-around, mais il lui faut un vrai ticket d'entrée et un vrai secteur dans lequel il peut apporter précisément dans une équipe. Donc, se développer en G-League, avoir des shooters autour de lui, lui donner la balle en main avec des bigs pardon, qui savent lui poser des bons écrans, parce que c'est un excellent joueur de pick and roll et d'écran. Donc, ouais, je pense que c'est un projet encore pour l'instant, mais ça peut être un joueur très intéressant, un bon role player, comme tu disais tout à l'heure, à poser à côté d'un primary ball handler en NBA. Ok, vous y croyez l'un comme l'autre, rapidos? Moi, je suis un peu dubitatif. Je sais pas Ah, trop. J'ai l'impression que c'est un peu high risk, mid reward, quoi. Ok, t'as l'impression qu'il est un peu surcoté par les mocks américaines? Bah, quand je le vois en loterie, ouais, un petit peu quand même. Ok, Thomas? moi j'aime beaucoup et j'ai beaucoup regardé Michigan très tôt dans la saison parce que j'aimais déjà beaucoup le Jet Howard à IMG. Du coup j'étais très pressé de le voir. Du coup je l'ai rapidement dans mon premier tour, vu que c'est un joueur qui a performé très très tôt dans la saison et vu qu'il a continué de progresser. Il est 18 chez moi actuellement.
Pour moi, le voir loterie ou close, c'est vraiment pas déconnant. Je trouve qu'il est vraiment très très complet des deux côtés du terrain, on-ball, off-ball. S'il continue de progresser, je trouve que c'est un joueur qui a des bons fondamentaux, c'est un bon joueur sur le terrain, c'est un bon soldat, c'est un joueur qui écoute ce qu'on lui dit. J'ai l'impression que c'est un vrai bon coéquipier, un joueur qui sera s'insérer dans une équipe en NBA. Du coup, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve qu'il a encore pas mal de potentiel à taper. Il est vraiment très très jeune. Il a tous ses skills à continuer de peaufiner. Donc moi j'aime énormément, je l'achète plutôt assez haut. Je trouve que ça peut vraiment être un bon guard en NBA. Il a vraiment le profil, même s'il sera toujours limité parce qu'il fait pas 2 m 3 pour défendre sur des ailiers ou des ailiers forts. Sur un joueur qui va pouvoir défendre du guard, qui va pouvoir shooter, qui va pouvoir passer, qui va pouvoir driver. Faut qu'il progresse un peu sur sa main droite. Je la trouve un peu limitée au cercle. Il finit souvent main gauche côté droit, donc par moments ça peut lui fermer des fenêtres de tir, même s'il est très efficace au cercle. Donc je trouve que c'est un vrai bon joueur qui a un plancher assez intéressant et qui a encore pas mal de potentiel pour être un très bon joueur NBA, je trouve. C'était notre présentation l'essentiel sur Kobe Bufkin, joueur de Michigan, candidat à la draft NBA 2023. Vous avez tous les autres podcasts, il y en a un par jour qui sort pendant le mois de juin. Tous les autres podcasts disponibles sur les plateformes d'écoute, sur YouTube également, notre big board sur envergure.co ainsi que les fiches prospects avec photos, description et mensuration et parfois scouting report. Ciao tout le monde.